Dans la ville animée de Phoenix, en Arizona, vivait une directrice commerciale de 36 ans, Sarah Collins. Elle travaillait dans une entreprise appelée Creative Marketing Solutions. Sarah était connue au travail pour sa forte détermination et son engagement envers la réussite. Malgré son travail chargé, elle a toujours conservé une personnalité chaleureuse et amicale, ce qui la rendait très appréciée de ses collègues et amis. Sarah avait une passion pour les activités de plein air, en particulier la randonnée et le camping. Elle se rendait fréquemment au Grand Canyon et à Sedona. Elle était également membre active d'un club de lecture local où elle aimait discuter de ses livres préférés de l'auteur Rebecca Greene. Les amis de Sarah la décrivaient comme une personne compatissante et toujours prête à donner un coup de main. Elle avait un sourire radieux qui pouvait illuminer n'importe quelle pièce. En juillet 2012, Sarah préparait un voyage de camping spécial avec sa famille. Elle et son mari, ainsi que leurs 2 enfants, Maple, 12 ans, et Hazel, 9 ans, attendaient avec impatience leur aventure à venir. Sarah avait déjà préparé leur tente, leur sac de couchage et leurs provisions de nourriture. Elle avait même acheté de nouvelles chaussures de randonnée dans un magasin local pour le voyage. Les enfants de Sarah étaient ravis de faire griller des guimauves et de partager des histoires autour du feu de camp. Au travail, Sarah s'attendait à une promotion importante. Son patron avait laissé entendre qu'elle pourrait être la prochaine responsable du service commercial. Cette promotion était un rêve devenu réalité pour Sarah, qui avait travaillé sans relâche pendant de nombreuses années. Elle était ravie de l'avenir et des nouveaux défis et opportunités qu'il apporterait. Sarah était également très proche de sa famille. Essus Parent vivait à Mesa, à proximité, et venait souvent passer du temps avec leurs petits-enfants. Le frère de Sarah vivait à San Diego, mais ils restaient en contact régulièrement par téléphone et par email. Sarah appréciait ces relations et faisait un effort pour rester en contact avec ses proches. Dans les jours qui ont précédé son décès, Sarah était pleine d'énergie et d'enthousiasme. Elle attendait avec impatience le voyage de camping et la possibilité d'une promotion au travail. Ses amis et sa famille se souviennent d'elle comme d'une personne aimante et attentionnée qui faisait toujours passer les autres en premier. La mort soudaine de Sarah a été une perte dévastatrice et déchirante pour tous ceux qui la connaissaient. Le 15 juillet 2012, Thomas Collins se réveilla tôt pour se préparer à aller travailler. Il était environ 6h30 et le soleil brillait à Phoenix, en Arizona. Thomas remarqua que sa femme Sarah n'était pas au lit. Pensant qu'elle était peut-être dans la cuisine, il descendit au rez-de-chaussée. À sa grande surprise, il trouva le corps sans vie de Sarah dans le salon. Sarah avait été battue à mort avec un objet lourd. Son visage était couvert de bleu et il y avait des traces de lutte. Thomas appela immédiatement le 911, sa voix tremblante, alors qu'il essayait d'expliquer ce qu'il avait trouvé. Il était incrédule, incapable de comprendre que sa femme bien-aimée était partie. L'opératrice du 911 rassembla calmement les détails et envoya la police et les services d'urgence à la maison. Thomas s'assit à côté du corps de Sarah, les larmes coulant sur son visage, attendant l'arrivée des secours. Il était submergé par le chagrin, la confusion et l'incrédulité. Les secours sont arrivés quelques minutes plus tard. Les ambulanciers ont confirmé que Sarah était morte et les policiers ont rapidement sécurisé la zone. Thomas était visiblement secoué et avait du mal à répondre aux questions. Il n'arrêtait pas de répéter combien il aimait Sarah et qu'il ne comprenait pas qui pouvait lui vouloir du mal. Les détectives ont noté sa détresse, mais ont également gardé à l'esprit que, dans de tels CA, le conjoint est souvent une personne d'intérêt. À l'extérieur, les voisins ont commencé à se rassembler, curieux de la présence de la police. La nouvelle de l'incident s'est rapidement répandue dans la communauté, les chaînes de télévision locales ayant rapporté la tragédie et décrit Sarah comme un membre apprécié de la communauté. En fin de matinée, la maison était en pleine effervescence. Des experts légistes sont arrivés pour recueillir davantage de preuves. Ils ont relevé des empreintes digitales, prélevé des échantillons sur la scène du crime et soigneusement mis dans un sac l'objet utilisé comme arme du crime. Chaque détail a été méticuleusement documenté. Au fil de la journée, la réalité de la mort de Sarah a commencé à s'imposer à ses amis et à sa famille.
Les appels et les messages ont afflué, exprimant le choc et la tristesse. La nouvelle de sa mort a laissé tous ceux qui la connaissaient dans un état d'incrédulité, luttant pour accepter la perte tragique d'une épouse, d'une mère et d'une amie bien-aimée. La police de Phoenix a répondu rapidement à l'appel du 911 le 15 juillet 2012. En quelques minutes, des policiers et des secouristes étaient sur les lieux. Les détectives ont pris en charge l'enquête. La scène du crime était un spectacle horrible. Sarah Collins gisait sur le sol du salon, visiblement battue à mort avec un objet lourd trouvé à proximité. Du sang giclait sur le tapis et des meubles étaient renversés, indiquant une lutte violente. La scène était par ailleurs propre, ce qui suggère que l'agresseur a peut-être tenté de dissimuler ses traces. Les détectives ont commencé par sécuriser la zone pour empêcher toute altération des preuves. Ils ont soigneusement tout documenté, pris des photos et pris des notes détaillées. Des experts médico-légaux sont arrivés peu après pour recueillir des preuves matérielles. Ils ont relevé des empreintes digitales sur l'arme du crime, les meubles et les poignées de porte. Ils ont également prélevé des échantillons de sang et d'autres preuves potentielles d'acide désoxyribonucléique, ADN, sur la scène. Les détectives ont parlé à Thomas, qui était visiblement bouleversé et en pleurs. Ils lui ont demandé des précisions sur les événements qui ont conduit à la découverte du corps de Sarah. Thomas a expliqué qu'il s'était réveillé tôt pour se préparer pour aller au travail et qu'il avait trouvé Sarah dans le salon. Il n'avait aucune idée de qui avait pu lui faire ça. Pendant qu'un détective interrogeait Thomas, un autre examinait le reste de la maison. Il cherchait des signes d'effraction, mais n'en trouvait aucun, ce qui suggère que Sarah connaissait peut-être son agresseur et l'avait laissé entrer. Le détective a noté l'absence de blessures défensives sur les mains de Sarah, ce qui indique qu'elle a été prise au dépourvu. Les voisins ont commencé à se rassembler à l'extérieur, observant l'activité de la police. Certains ont été interrogés par les détectives, mais personne n'a signalé avoir vu quoi que ce soit d'inhabituel ce matin-là. La communauté était choquée et effrayée, car Sarah était appréciée, et sa mort était une perte terrible pour tous ceux qui la connaissaient. À midi, les enquêteurs avaient rassemblé toutes les preuves qu'ils avaient pu trouver. Ils ont mis l'arme du crime et d'autres objets dans des sacs pour une analyse plus approfondie au laboratoire de criminalistique. Le coroner est arrivé pour prendre le corps de Sarah pour une autopsie qui fournirait plus de détails sur l'heure et la cause du décès. Les enquêteurs ont passé le reste de la journée à examiner les preuves et à planifier leurs prochaines étapes. Ils savaient qu'ils avaient une affaire difficile à venir, mais étaient déterminés à obtenir justice pour Sarah et sa famille. Thomas Collins, le mari de Sarah Collins, est le premier suspect de l'enquête. Thomas avait 38 ans et travaillait comme ingénieur informatique. Il était connu pour être intelligent, mais aussi quelque peu introverti, passant souvent plus de temps devant son ordinateur qu'avec les gens. Thomas était un mari dévoué, mais ces derniers mois, il était devenu distant et stressé, ce que ses amis avaient remarqué. La police a amené Thomas pour l'interroger au département de police de Phoenix le 16 juillet 2012. Les détectives ont mené l'interrogatoire. Thomas semblait épuisé et le cœur brisé, les yeux rouges à force de pleurer, et il paraissait véritablement bouleversé par la mort de Sarah. Les détectives ont commencé par interroger Thomas sur sa relation avec Sarah. Thomas a expliqué qu'ils étaient mariés depuis 13 ans et avaient 2 enfants, Maple, 12 ans, et Hazel, 9 ans. Il a admis que leur mariage avait été tendu ces derniers temps en raison de leur décision de participer à un accord d'échangisme. Thomas avait fait pression sur Sarah pour qu'elle s'engage dans cet arrangement avec un autre couple. Cette obsession avait provoqué des tensions entre lui et Sarah. Lorsqu'on l'a interrogé sur la nuit de la mort de Sarah, Thomas a déclaré qu'il avait travaillé tard sur un contrat gouvernemental pour son travail dans une entreprise technologique bien connue. Il a dit qu'il s'était couché vers minuit et ne s'était réveillé que le lendemain matin lorsqu'il avait découvert le corps de Sarah. Son alibi était faible car il était seul à la maison au moment du meurtre. Les enquêteurs ont interrogé Thomas sur sa relation avec Olivia, la femme de l'autre couple. Thomas a admis qu'il trouvait Olivia attirante et qu'ils avaient eu des relations intimes, mais il a insisté sur le fait que cela n'avait rien à voir avec le meurtre. Il était visiblement mal à l'aise et n'arrêtait pas de s'agiter pendant cette partie de l'interrogatoire. Les enquêteurs ont noté le stress et l'anxiété de Thomas, mais aussi son chagrin apparent. Ils lui ont demandé s'il avait eu des disputes récentes avec Sarah.
Thomas a mentionné qu'il s'était disputé à propos de l'accord d'échangisme et de son intérêt pour les expériences sexuelles quelques jours avant sa mort. Sarah avait été bouleversée et lui avait dit qu'elle ne voulait plus participer, ce qui avait frustré Thomas. Malgré son état émotionnel, Thomas a pleinement coopéré avec la police. Il a donné accès à son téléphone et à son ordinateur pour une enquête plus approfondie. Les détectives étaient prudents, mais le considéraient toujours comme un suspect. Ils avaient besoin de plus de preuves pour confirmer son implication ou le disculper. À la fin de l'interrogatoire, Thomas a été autorisé à rentrer chez lui, mais a reçu l'ordre de ne pas quitter la ville. Les détectives ont continué à recueillir des informations, sachant qu'ils devaient explorer tous les angles possibles de l'affaire pour découvrir la vérité sur le meurtrier de Sarah Collins. Le deuxième suspect dans l'enquête était Olivia Parker, une professeure de yoga de 34 ans. Olivia était extravertie et charismatique, connue pour sa nature sociable. Elle enseignait le yoga dans un studio populaire du centre-ville de Phoenix. De nombreuses personnes dans la communauté admiraient son attitude libre d'esprit et sa capacité à communiquer avec les autres. Olivia faisait partie de l'accord d'échangisme avec Sarah et Thomas Collins, ainsi qu'avec son propre mari, Daniel. Elle avait développé une obsession malsaine pour Thomas et avait essayé de le convaincre de quitter Sarah pour elle. Les enquêteurs ont amené Olivia pour l'interroger le 17 juillet 2012. Olivia est arrivée en tenue de yoga décontractée, l'air calme et posé. Les enquêteurs ont commencé par interroger Olivia sur sa relation avec Thomas. Olivia a ouvertement admis qu'elle aimait faire des expériences avec Thomas et qu'elle avait des sentiments forts pour lui. Elle a dit qu'elle pensait que Thomas ressentait la même chose, mais qu'il était déchiré à cause de son mariage avec Sarah. Lorsqu'on l'a interrogée sur la nuit de la mort de Sarah, Olivia a affirmé qu'elle était chez elle avec son mari, Daniel. Elle a dit qu'ils avaient regardé un film et s'étaient couchés tôt. Cependant, l'enquêteur a souligné qu'il n'y avait aucun témoin pour confirmer son alibi, ce qui le rendait faible. Olivia a ensuite parlé de l'échange de partenaires. Elle a expliqué que c'était l'idée de Thomas et que Sarah avait accepté à contre-cœur. Olivia a vu cela comme une excellente occasion d'être intime avec Thomas. Elle a admis qu'elle avait essayé de convaincre Thomas de quitter Sarah, mais a nié toute implication dans la mort de Sarah. Les détectives ont remarqué que même si Olivia était coopérative, elle semblait cacher quelque chose. Son attitude calme contrastait fortement avec la gravité de la situation. Ils l'ont interrogée sur son obsession pour Thomas et sur le fait de savoir si cela aurait pu la pousser à faire du mal à Sarah. Olivia a maintenu son innocence, insistant sur le fait qu'elle ne ferait jamais de mal à personne. Au cours de l'interrogatoire, les relevés téléphoniques d'Olivia ont été examinés. Ils ont révélé de nombreux appels et messages adressés à Thomas, dont certains envoyés la nuit du meurtre. Ces preuves ont suscité de nouveaux soupçons car elles ont montré l'intérêt intense d'Olivia pour Thomas. Malgré sa coopération, l'obsession d'Olivia pour Thomas et son faible alibi ont fait d'elle une suspecte de poids. Les détectives savaient qu'ils avaient besoin de preuves plus concrètes pour l'impliquer ou l'exonérer. Ils ont continué à enquêter sur ses antécédents, à la recherche d'indices qui pourraient la relier au meurtre de Sarah. Une fois l'interrogatoire terminé, Olivia a été autorisée à partir, mais a reçu l'ordre de ne pas quitter la ville. Les détectives sont restés déterminés à découvrir la vérité, sachant que l'implication possible d'Olivia dans le crime devait être explorée en profondeur. Le 19 juillet 2012, 4 jours après la mort tragique de Sarah Collins, de nouveaux éléments de preuve ont fait leur apparition, permettant à l'enquête de franchir une étape cruciale. Ce matin-là, le temps était nuageux et frais à Phoenix. La détective Patricia Johnson a reçu un appel d'une voisine qui habitait à 2 maisons de chez les Collins. La voisine a mentionné qu'elle avait trouvé quelque chose d'inhabituel en promenant son chien dans un parc voisin. Elle avait remarqué un sac abandonné sous un buisson près d'une aire de pique-nique. À l'intérieur du sac, elle a trouvé une paire de gants ensanglantés et un smartphone. Elle a immédiatement appelé la police et les détectives sont arrivés sur les lieux dans les 30 minutes. Ils ont soigneusement récupéré le sac et son contenu, les plaçant dans des sacs à preuve pour éviter toute contamination. De retour au département de police de Phoenix, les détectives ont examiné les nouvelles preuves. Les gants ensanglantés ont été envoyés au laboratoire de criminalistique pour une analyse d'acide désoxyribonucléique, ADN. Le smartphone qui était verrouillé
a été emmené au département technique pour être déverrouillé et analysé. Le détective Hernandez a noté que le téléphone était un modèle plus récent, un iPhone 4, qui venait d'être commercialisé quelques semaines plus tôt. En attendant les résultats, les détectives ont examiné leurs notes sur l'affaire. Les gants ensanglantés suggéraient que le tueur avait essayé de se débarrasser des preuves loin de la scène du crime. Le smartphone pourrait potentiellement appartenir au tueur ou à une personne liée au crime. Plus tard dans l'après-midi, le laboratoire de criminologie a appelé pour donner les résultats de l'ADN. Le sang sur les gants correspondait à celui de Sarah Collins, mais il y avait aussi un autre profil ADN à l'intérieur des gants. Le profil ne correspondait pas à celui de Thomas Collins, ce qui était une découverte importante. Le service technique a également réussi à déverrouiller le smartphone. Il était enregistré au nom d'Olivia, la professeure de yoga et deuxième suspecte. Les détectives ont trouvé de nombreux messages et journaux d'appel entre Olivia et Thomas, dont certains datant de la nuit du meurtre. De plus, certains messages montraient la frustration et la jalousie croissante d'Olivia envers Sarah. Les détectives Johnson et Hernandez furent surpris par ces nouvelles preuves. Les messages révélaient qu'Olivia avait essayé de manipuler Thomas pour qu'il quitte Sarah, mais ses efforts avaient échoué. Ils disposaient désormais d'un dossier plus solide contre Olivia, car les gants et le smartphone la reliaient plus directement au crime. Les détectives planifièrent soigneusement leurs prochaines étapes, sachant qu'ils devaient ramener Olivia pour l'interroger avec ces nouvelles preuves. L'affaire commençait à prendre forme, mais ils devaient encore s'assurer que tous les détails étaient minutieusement étudiés. À la fin de la journée, les détectives se sentaient à nouveau déterminés. Les nouvelles preuves avaient fourni une piste cruciale, et ils étaient déterminés à la suivre pour découvrir toute la vérité sur le meurtre de Sarah Collins. Le troisième suspect dans l'enquête était Daniel Parker, un entraîneur personnel de 36 ans. Daniel était connu pour sa confiance en lui et son charme. Il travaillait dans une salle de sport populaire de Phoenix, où il entraînait des clients et participait à des compétitions sportives. Daniel soutenait la nature libre d'esprit de sa femme Olivia et avait participé à l'échange de partenaires avec Sarah et Thomas Collins. Cependant, Daniel était devenu de plus en plus jaloux et méfiant. Les détectives Patricia Johnson et Mark Hernandez ont amené Daniel pour l'interroger le 20 juillet 2012. Daniel est arrivé au département de police de Phoenix, vêtu d'un t-shirt de sport et d'un jean. Il semblait nerveux, mais essayait de rester calme. Le détective Johnson a commencé par l'interroger sur sa relation avec Olivia. Daniel a expliqué qu'ils étaient mariés depuis 10 ans et qu'ils avaient un mariage plutôt heureux. Cependant, il a admis que l'accord d'échange de partenaires avait provoqué des tensions. Daniel a avoué qu'il était devenu mal à l'aise avec cet arrangement car il développait des sentiments pour Thomas Collins et se sentait exclu. Interrogé sur la nuit du meurtre de Sarah, Daniel a affirmé qu'il était chez lui avec Olivia. Il a dit qu'ils avaient regardé un film, Iron Man 2 *, sorti quelques semaines plus tôt, et qu'il s'était couché tôt. L'alibi de Daniel était le même que celui d'Olivia, mais les détectives étaient sceptiques en raison des nouvelles preuves reliant Olivia au crime. L'inspecteur Hernandez a interrogé Daniel sur ses sentiments envers Sarah. Daniel a déclaré qu'il aimait Sarah et qu'il n'avait aucune raison de lui faire du mal. Il semblait sincèrement triste de la mort de Sarah et a insisté sur le fait qu'il n'y était pour rien. Cependant, les enquêteurs ont noté sa jalousie et son malaise face à l'accord d'échangisme. Les enquêteurs ont ensuite présenté à Daniel les nouvelles preuves, les gants ensanglantés et le smartphone retrouvé dans le parc. Daniel était visiblement choqué et a nié toute connaissance de ces objets. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune raison de blesser Sarah et qu'il était honnête sur l'endroit où il se trouvait la nuit du meurtre. Malgré sa coopération, l'alibi fragile de Daniel et sa jalousie croissante ont fait de lui un suspect. Les détectives décidèrent de le surveiller de près tout en continuant à enquêter sur Olivia. Ils pensaient que Daniel pourrait avoir plus d'informations sur le crime et l'implication d'Olivia. Une fois l'interrogatoire terminé, Daniel fut autorisé à partir mais reçut l'ordre de ne pas quitter la ville. Les détectives Johnson et Hernandez étaient déterminés à découvrir toute la vérité, sachant que les preuves les rapprocheraient de la résolution de l'affaire.
Le 21 juillet 2012, la police de Phoenix a fait une percée dans l'affaire Sarah Collins. Après avoir soigneusement examiné toutes les preuves, elle a identifié Olivia Parker comme la meurtrière. Olivia, une professeure de yoga de 34 ans, avait développé une obsession malsaine pour Thomas Collins, le mari de Sarah. Olivia pensait que si Sarah était hors de vue, Thomas serait avec elle. Les détectives ont reconstitué la façon dont Olivia s'y était prise pour tuer Sarah. Dans la nuit du 14 juillet 2012, Olivia s'était rendue au domicile des Collins. Elle savait que Thomas travaillerait tard et que Sarah serait seule. À l'aide d'un objet lourd, elle a brutalement battu Sarah, en s'assurant qu'aucun bruit ne puisse alerter les voisins. Olivia a ensuite mis en scène la scène pour faire croire à une bagarre, espérant ainsi tromper la police. Le mobile d'Olivia était son obsession profonde pour Thomas et son désir de remplacer Sarah dans sa vie. Elle pensait qu'en éliminant Sarah, Thomas serait incité à la choisir. De plus, elle voulait accuser son propre mari, Daniel, du meurtre, s'assurant que son rival romantique et son mari insatisfaisant soient hors de cause. Le 21 juillet, vers 14 heures, les détectives Patricia Johnson et Mark Hernandez se rendirent au domicile d'Olivia pour l'arrêter. Le ciel était couvert, reflétant l'ambiance sombre. Olivia fut prise par surprise. Elle donnait un cours de yoga lorsque les détectives arrivèrent. Lorsqu'ils l'informèrent de l'arrestation, Olivia essaya d'abord de garder son sang-froid, mais s'effondra bientôt, pleurant et plaidant son innocence. La police a menotté Olivia et l'a escortée hors du studio. La nouvelle s'est rapidement répandue et les médias locaux ont couvert l'arrestation. La communauté a été choquée de voir Olivia, une professeure de yoga autrefois admirée, être emmenée par la police. La famille de Sarah a réagi avec un mélange de soulagement et de tristesse en apprenant l'arrestation d'Olivia. Thomas Collins a été dévasté par la trahison, réalisant que quelqu'un qu'il connaissait et en qui il avait confiance était responsable de la mort de sa femme. Il a eu du mal à accepter la perte et la manière horrible dont elle s'est produite. Les enfants de Sarah, Maple et Hazel, étaient trop jeunes pour comprendre pleinement, mais ont senti la gravité de la situation. Alors qu'Olivia était emmenée au département de police de Phoenix, les détectives ont ressenti un sentiment d'accomplissement. Ils avaient réussi à identifier et appréhender la personne responsable du meurtre brutal de Sarah. Cependant, ils savaient que l'affaire était loin d'être terminée alors qu'ils se préparaient pour le procès à venir. Le procès d'Olivia Parker a commencé le 1er octobre 2012, au palais de justice du comté de Maricopa. L'accusation, dirigée par une procureure connue pour son esprit juridique aiguisé et sa forte présence au tribunal, a présenté un dossier convaincant contre Olivia. L'accusation a fait valoir que l'obsession d'Olivia pour Thomas Collins et son désir d'éliminer Sarah en tant que rivale l'ont poussée à commettre le meurtre. Elle a détaillé les preuves, notamment les gants ensanglantés et le smartphone retrouvé dans le parc, qui ont relié Olivia à la scène du crime. Du côté de la défense, l'avocat, connu pour prendre en charge des affaires difficiles, a fait valoir qu'Olivia était innocente et qu'elle avait été piégée par quelqu'un d'autre. La défense a affirmé qu'il n'y avait aucune preuve directe reliant Olivia au meurtre et que la police n'avait pas enquêté en profondeur sur d'autres suspects potentiels, dont Daniel. La défense a également suggéré que les preuves ADN sur les gants auraient pu être fabriquées. Pendant le procès, la famille de Sarah Collins était assise dans la salle d'audience et regardait le procès avec le cœur lourd. Thomas Collins, le mari de Sarah, semblait désemparé, retenant souvent ses larmes. Leurs enfants, Maple et Hazel, n'étaient pas présents car ils étaient trop jeunes pour assister à l'intensité émotionnelle du procès. Les amis et les membres de la communauté qui connaissaient Sarah l'ont décrite comme une mère aimante et une professionnelle dévouée, ce qui a rendu le crime encore plus déchirant. Le jury a délibéré pendant 3 jours. Le 11 octobre 2012, il a rendu son verdict. Olivia Parker a été reconnue coupable de meurtre au 1er degré. La salle d'audience était remplie d'un mélange de soulagement et de tristesse lorsque le juge a annoncé le verdict. Olivia a montré peu d'émotion, gardant une expression stoïque. Son plan pour éliminer Sarah et piéger Daniel avait échoué, et elle faisait maintenant face aux conséquences de ses actes. Pendant la phase de détermination de la peine, les membres de la famille de Sarah ont fait des déclarations émouvantes.
Thomas a parlé de l'impact dévastateur de la perte de Sarah et de la façon dont cela avait affecté leurs enfants. Le juge a condamné Olivia Parker à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Sarah a considéré que cette peine était juste, mais elle ne pouvait jamais complètement apaiser la douleur de leur perte. Le verdict et la condamnation ont eu un profond impact sur toutes les personnes concernées. La famille de Sarah a eu le sentiment d'avoir tourné la page, sachant que justice avait été rendue. La communauté, choquée par le crime, a commencé à se remettre sur pied, même si le souvenir de la mort tragique de Sarah persistait. La condamnation d'Olivia a envoyé le message qu'un acte aussi calculé et violent ne resterait pas impuni. À la fin du procès, ceux qui connaissaient Sarah espérèrent se souvenir d'elle pour la personne dynamique et aimante qu'elle était plutôt que pour la façon brutale dont elle leur avait été enlevée. Après le procès, la vie a lentement repris son cours pour toutes les personnes impliquées dans l'affaire. Thomas Collins, désormais père célibataire, s'est concentré sur ses enfants, Maple et Hazel. Il a décidé de quitter leur maison de Phoenix en quête d'un nouveau départ. Ils ont déménagé dans une petite ville voisine où ils ont pu commencer à se remettre des souvenirs douloureux. Thomas a pris un congé sabbatique pour passer plus de temps avec ses enfants. Il les a inscrits dans une nouvelle école et a rejoint un groupe de soutien pour les conjoints en deuil, trouvant du réconfort en parlant à d'autres personnes qui avaient subi des pertes similaires. Il a également suivi une thérapie pour lui-même et ses enfants afin de les aider à surmonter le traumatisme de la perte de Sarah. Olivia, qui purgeait une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, a été transférée au centre de détention pour femmes du centre de l'Arizona. En prison, elle s'est retrouvée isolée, avec peu de visites et peu de contacts avec le monde extérieur. Son obsession pour Thomas et ses actions mal avisées l'ont conduite à une vie derrière les barreaux, loin de la professeure de yoga à l'esprit libre qu'elle était autrefois. Daniel Parker, le mari d'Olivia, a lutté pour reconstruire sa vie. Il a quitté Phoenix et s'est installé à Los Angeles, où il a trouvé un nouvel emploi comme entraîneur personnel dans une autre salle de sport. Il a consulté un conseiller pour faire face à ses sentiments de trahison et de confusion. Daniel a essayé d'aller de l'avant, mais est resté profondément affecté par les événements et par la prise de conscience que sa femme était capable d'une telle violence. Au cours des années qui ont suivi le procès, les personnes touchées par la vie et la mort tragique de Sarah ont cherché la paix et la guérison. Bien que la douleur de sa perte soit restée, elles ont trouvé des moyens d'aller de l'avant, en portant le souvenir de Sarah avec elles et en s'efforçant de vivre leur vie avec la même chaleur et la même détermination dont elle avait fait preuve. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode de True Crime Documentary Studio. L'histoire tragique de Sarah Collins nous rappelle les conséquences sombres de l'obsession et de la trahison. Restez à l'écoute pour plus d'histoires de crimes réels et n'oubliez pas de toujours rester vigilant.